Nous sommes avec Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne et membre de la coordination rurale, qui a été reçue par Yael Braun-Pivet et qui nous dira dans une seconde ce qui s'est dit dans cette réunion. On va être avec Emmanuel Ducrot, également journaliste à l'Opinion, que l'on retrouve chaque semaine dans la matinale d'Europe 1. Toutes les questions sur la colère agricole, évidemment, on va vous les poser. Emmanuel Ducrot, est-ce que vous vous attendiez à ce que, ça explose, le terme est peut-être un peu fort, mais à ce que ça se tende de cette manière-là, Emmanuel Ducrot, en tant qu'observatrice du sujet agricole depuis si longtemps? Alors en fait, ça fait quand même un grand moment que les observateurs du monde agricole constatent que ça ne va pas bien. En fait, ça va pas bien depuis des années. On a eu un premier épisode de mobilisation en 2023-2024. Ça fait déjà 2 ans. Et ça ne s'est jamais vraiment calmé. Il y a eu des espoirs dans des projets de loi qui ont produit des effets manifestement insuffisants. Et puis maintenant, il y a cette histoire de Mercosur qui vient se surinfecter. Alors, le Mercosur, finalement, j'allais dire, c'est presque véniel au regard de tout ce qui ne va pas dans l'agriculture française. Et c'est certainement pas le problème. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Donc, est-ce qu'on s'attendait à ce que la colère agricole ressurgisse? Évidemment. Et là, effectivement, on a un moment politique avec cette signature du Mercosur qui se précise, qui cristallise un peu des années de revendications. Est-ce que vous diriez, je sais que vous êtes une spécialiste bien sûr de ce sujet-là, mais plus largement de l'économie, que le traité du Mercosur est une survivance, une forme de queue de comète de la globalisation heureuse, qui est un modèle aujourd'hui peut-être dépassé, qui tournait autour de l'Union européenne, telle qu'elle avait été imaginée il y a encore 20 ans, 30 ans, qui est prolongée par Emmanuel Macron, mais qu'au fond, les uns et les autres n'ont pas compris que le monde changeait et que cette globalisation heureuse était certes un vœu pieux, mais qu'elle ne pouvait pas se mettre en place. Alors, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que on est en train de se rendre compte que le monde se tend, que le monde se découpe en grands blocs et que pour survivre dans un monde de prédateurs, on a besoin d'avoir des alliés. Et le Mercosur est certes un traité ancien qui répondait à une ancienne idée des échanges internationaux, mais dans la nouvelle donne internationale, avec les États-Unis qui font du protectionnisme, avec la Chine et la Russie qui s'arment, y compris sur les questions alimentaires, il faut se trouver des alliés. Et on le voit par exemple pour notre agriculture, on a des marchés qui se ferment, le marché des États-Unis pour nos vins et spiritueux par exemple, la Chine qui impose des taxes sur nos produits laitiers, sur notre cognac quand elle le peut, sur notre porc. Il faut qu'on se trouve des nouveaux alliés. Et dans cette perspective-là, le Mercosur, alors peut-être qu'il est imparfait, peut-être qu'il est à retravailler, mais il n'est certainement pas anachronique. Bon, écoutez, c'est intéressant de vous entendre, Emmanuel Ducrot, et Karine Duc est là, elle est présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, elle est membre de la coordination rurale, elle a donc été reçue par Yael Braun-Pivet. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je voulais simplement corriger un petit peu, c'est mon président national qui est allé voir madame la présidente de l'Assemblée nationale. Moi, je suis allé voir monsieur Travers qui nous a reçus en tant que présidente de la commission des affaires économiques. Alors, la question dans ces cas-là est toujours simple. Qu'est-ce que vous avez demandé à votre interlocuteur ? Ce qu'on demande depuis des années, de trop nombreuses années, et qu'on a demandé il y a 2 ans, et qu'on a redemandé cette fois-ci. Il y a 2 ans, à la différence qu'il y a 2 ans, on avait demandé des solutions, un cap, des mesures structurelles et des mesures conjoncturelles pour pouvoir avancer. Essayant de dire qu'il y avait des difficultés majeures à venir, même s'il y en avait déjà beaucoup à l'époque, et qu'on allait droit dans le mur si il n'y avait pas un séisme au niveau de la politique agricole. Ce séisme, bien entendu, qu'il n'a pas eu lieu, et on se retrouve cette année à devoir subir, et en étant vraiment la face contre le mur, et vraiment contraint à devoir, moi dans mon département, j'ai fait le bilan, j'ai 75% des agriculteurs qui sont en difficulté, j'ai 10% qui ne vont pas très certainement pouvoir passer l'année, 10% ça fait 500 agriculteurs sur un petit département. Mais cette situation est complètement transposable sur bon nombre de départements.
J'ai fait le point avec mes... Ça va bien au-delà du Mercosur. Le Mercosur qui pourrait être d'ailleurs signé demain, on ne sait pas s'il sera signé par Emmanuel Macron, mais en tout cas, il sera signé par l'Union européenne et quoi qu'il arrive, le traité va s'appliquer, si j'ai bien compris. Mais il faut arrêter de parler du Mercosur. Le Mercosur, c'est un leurre. On parle à chaque fois, on nous rebrandit ce sujet, alors que sans le Mercosur, l'agriculture est dans une situation catastrophique. Donc ça va bien au-delà du Mercosur. Bien entendu, le Mercosur est un accélérateur de la situation, mais le Mercosur n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'on doit faire face aujourd'hui, on subit les conséquences de dizaines d'années d'immobilisme politique, de manque de courage politique là-dessus. Mais qu'est-ce qui, avec un coup de baguette magique, quelles sont les 2 ou 3 mesures les plus fortes qui changeraient votre vie au quotidien et celle des agriculteurs ? Alors écoutez, au lieu d'en demander 2 ou 3, je vais vous en dire une seule. Voilà, ce que j'ai demandé à Monsieur Travers et ce que mon représentant national va reprendre en partie, amendé de quelques-unes autres. Alors, faute d'avoir une Assemblée nationale en capacité de légiférer, on nous a vu avec la loi du plomb toutes les difficultés et toutes les autres lois qu'ils ont pour pouvoir légiférer sur quelque chose. Ils prétextent l'immobilité de l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais hier, ils ne travaillaient pas forcément beaucoup plus. Moi je leur ai demandé avec les outils réglementaires qu'ils ont, de faire un moratoire, quelque chose dans ce genre-là, pour, dans les grandes lignes, je ne rentre pas dans le détail, dans l'intention de libérer une profession qui subit autant de difficultés et qui est dans une situation d'urgence vitale. Mais j'entends bien, mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? On enlève toutes les normes, c'est ça que je voudrais comprendre. Pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent mal vos difficultés, qui comprennent mal votre travail, qu'est-ce que précisément changerait demain avec 1 ou 2 mesures fortes ? Alors, si vous voulez, le moratoire en lui-même, la définition de ce moratoire, son intention en tout cas, c'est de lever effectivement les contraintes et les entraves à notre profession. Donc les contraintes de l'Union européenne ? Les contraintes déjà qui sont à leurs mains, parce que quand on va parler de... Mais quelles contraintes précisément ? C'est ça, je vais vous le dire. Pardonnez-moi de demander vraiment des choses. Je pense toujours à l'auditeur qui nous écoute et qui a envie de comprendre, qui se dit, voilà, il y a une agricultrice que j'ai entendue sur Europe 1 entre 16h et 17h. Tous les jours, elle est contrainte par ça et elle a demandé qu'elle ne soit plus contrainte par cela. Les contraintes franco-françaises sont à la main des pouvoirs publics ici. Par exemple. Donc déjà l'ANSES, c'est quoi l'ANSES ? L'ANSES, c'est l'agence qui s'occupe de vérifier tout ce qui est sanitaire et d'homologuer, de donner les homologations pour les produits phytopharmaceutiques, phytosanitaires. Nous sommes au niveau européen avec l'EFSA, qui est une autre agence qui n'a pas le même niveau de contraintes. La France applique des contraintes majeures, plus importantes que l'Europe. Donc, forcément, il y a des distorsions de concurrence intra-européennes, de ce fait, mais pas que. Et c'est un exemple parmi tant d'autres où on n'a pas les mêmes outils de production. Et je le comprends et je me mets à votre place. Alors il est 16h14, on va marquer une pause. Vous pouvez intervenir, bien sûr, pourquoi pas poser vos questions et puis même autour de la table avec nos amis qui connaissent, peut-être qui sont moins sensibles à cet univers de l'agriculture, cet univers rural. Peut-être que ce n'est pas un univers forcément que vous connaissez parce que vous le connaissez davantage parce que vous étiez un député. Député d'une circonscription à prédominance rurale. Et j'arrive en 2002, tous ces problèmes que vous évoquez existaient déjà, et ça s'est aggravé. C'est ça qui est le plus terrible d'ailleurs, c'est qu'on a le sentiment à chaque fois qu'on n'aide pas les agriculteurs, qu'on n'aide pas l'agriculture et qu'on la laisse mourir. Et certains même ont théorisé au plus haut niveau qu'il n'y a plus besoin d'agriculture ou d'agriculture en France. Ce qui m'a marqué, c'est que vous deviez accepter des sommes d'argent pour mettre vos terres en jachère, c'est-à-dire ne plus travailler. C'est ça qui m'a frappé. Mais madame ne demande pas de l'argent, elle demande de travailler. C'est pour ça que quand j'entends les 45 milliards moi j'ai pas envie qu'on me donne de l'argent, j'ai envie qu'on me donne du travail. On n'a pas envie de mendier dans la vie. Et c'est ça qu'il faut défendre. Je remercie évidemment Karine d'être avec nous et on va continuer la discussion. Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, membre de la coordination rurale. Il est 16h15, à tout de suite. Nous sommes avec Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, membre de la coordination rurale. Alors c'est toujours intéressant pour ceux
qui nous écoutent de connaître un peu votre vie, j'ai envie de dire. Vous êtes exploitante viticole dans la commune de Montesquieu, en Lot-et-Garonne. Combien de personnes travaillent sur cette exploitation ? C'est une toute petite exploitation, c'est principalement moi, et à la saison des travaux, j'emploie quelques saisonniers, mais c'est une toute petite exploitation d'une 20aine d'hectares que j'ai lancée il y a à peu près 6 ans, partie de rien. Mais vous êtes une enfant de la balle, si j'ose dire, ou c'est un domaine, vous êtes née dans l'agriculture ? Oui, ce sont sur les terres familiales où mon père avait effectivement il avait essayé de tenter d'être agriculteur lui aussi, et puis avait été contraint à de nombreuses difficultés. Ce patrimoine transmis, je me sentais cette mission-là également, parce que le patrimoine de chez moi résonne quand même profondément, et que ces terres-là me semblent être normalement riches pour pouvoir produire des choses essentielles. Par exemple ? Qu'est-ce que vous produisez ? Je produis des fruits, je produis du raisin de table notamment, particulièrement, et d'autres fruits type prunes, puisque sur le secteur de Lot-et-Garonne, notamment près d'Agen, on produit quand même pas mal de prunes. Est-ce que je peux savoir le chiffre d'affaires de votre exploitation, ou est-ce que c'est secret ? C'est une toute petite exploitation. Je voudrais pas trop exposer mon chiffre d'affaires, parce que même s'il y a quand même beaucoup de solidarité, de cohésion dans ce métier, il y a aussi beaucoup de comparaisons, et j'ai, par ma fonction par ailleurs, devoir quand même de réserve. Et les revenus que vous en tirez, vous diriez qu'ils sont à la hauteur de l'investissement du travail que vous produisez ? Absolument pas. Les revenus sont nuls à ce jour. Nuls. Ça veut dire que je ne me dégage pas de revenus depuis que je me suis installée. Et ça, c'est extravagant. C'est-à-dire que alors vous vivez comment s'il n'y a pas de revenus ? Eh bien, j'ai mon mari qui travaille à côté, et on fait comme on peut. On vit modestement, et votre mari n'est pas agriculteur ? Mon mari n'est pas agriculteur, il est salarié à côté, parce que... Autrement, vous n'y arriveriez pas. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je vous pose ces questions, parce que c'est intéressant pour les auditeurs qui entendent effectivement la difficulté de ce métier. Alors, en début d'émission, Emmanuelle Ducrot était avec nous. Elle est journaliste à l'Opinion. On la retrouve chaque semaine dans la matinale d'Europe 1. Et je posais la question à Emmanuelle. Je vais la poser, celle que je posais également à Karine Duc. Quelles sont les 2 ou 3 mesures les plus fortes qui pourraient changer la donne pour Karine Duc et puis pour l'ensemble des agriculteurs ? Alors, je vais vous faire 3 grandes catégories de choses qui pourraient être assez vite, en tout cas qui devraient être travaillées. D'abord, il y a la question des moyens de production pour l'agriculture. On a en France une agriculture qui est sous contrainte pour l'accès à ces moyens de production, et ça la bride dans son développement. D'abord, on a l'accès à l'eau. Construire des stockages d'eau, c'est extrêmement difficile. Et dans le sud-ouest de la France, c'est une nécessité parce que le changement climatique frappe. En Occitanie, on n'a pas d'eau, donc il faut stocker de l'eau. Ça, c'est un problème d'opposition d'écologistes qui est très problématique. Ensuite, on a la question des phytosanitaires. La France surtranspose les législations européennes. On a plus de contraintes en France qu'ailleurs. Alors, parce que c'est une décision politique. J'entendais Madame Duc dire c'est l'ANSES, c'est pas l'ANSES, c'est le politique. Par exemple, si on a décidé, parce que on a l'idée que l'agriculture ça pollue et que donc il faut la limiter. L'acétamipride a été supprimé par les députés, pas par l'ANSES. Pardonnez-moi de vous couper. C'est le lobby écolo qui a investi la politique et qui impose des normes pour décourager finalement les agriculteurs qu'ils fassent autre chose. Je l'interprète comme ça. Ça va au-delà du lobby écolo, Pascal, parce que la pétition contre la loi Duplon a été signée par 2 millions de personnes. C'est-à-dire que chaque citoyen français est paradoxal dans son attitude vis-à-vis de l'agriculture. Paradoxal. Et c'est aussi parce que peut-être on a, nous, journalistes, pas fait exactement notre travail d'explication. Ils sont chauffés à blanc depuis des années pour leur expliquer que... l'agriculture c'est mal et les pesticides c'est mal. Je vois pas comment on peut faire une agriculture sans pesticides.
C'est évidemment impossible. On peut faire avec sérieux. On peut faire avec beaucoup moins, Pascal, parce que l'innovation, ça existe et ça sert à diminuer les utilisations. Mais la baguette magique, ça n'existe pas. On a aussi, par exemple, un problème avec les élevages. Faire un élevage en France, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez des normes, des enquêtes publiques, etc., qui sont plus compliquées chez nous qu'ailleurs en Europe. Si vous voulez ouvrir un élevage de volailles, les seuils à partir desquels vous avez des contraintes sont bien inférieurs à ce qui se pratique chez nos voisins. C'est-à-dire que par exemple à partir de 8000 volailles en France vous êtes dans des cycles très très compliqués alors que c'est presque le double en Europe, donc tout ça c'est compliqué. Ensuite vous avez une question de contraintes administratives diverses et variées. Bon, ça il y a des procédures de simplification qui sont en cours, ça finira sans doute par s'arranger. Et puis vous avez aussi la question des revenus agricoles. Ça c'est une question intéressante. Pourquoi les revenus sont si bas? D'abord parce que les charges sont très importantes en France. Le coût du travail agricole est par exemple 4 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, qui est devenu le premier exportateur mondial de produits agricoles. Les charges sont très élevées, le coût du travail, on retrouve ça dans etc. l'entreprise, il n'y a pas que les agriculteurs, le coût du travail. Ouais. Bon, oui, mais du coup, les productions locales ne sont pas compétitives face à celles qu'on importe pour les fruits et légumes. Écoutez, je vais vous remercier. Karine Duc. À la différence, c'est que dans les productions agricoles, nos prix n'ont pas augmenté depuis 20, 30 ans parfois, alors que les charges ont augmenté, alors que les productions ont diminué parce que justement on est entravé par des restrictions de produits qui, je suis désolée, ne sont pas aussi efficaces. Quand on les remplace, il n'y a pas l'efficacité escomptée. Et souvent, ces produits de remplacement sont souvent beaucoup plus onéreux que ceux qui ont été supprimés. Donc forcément, qui dit production inférieure dit baisse de chiffre d'affaires, augmentation des charges, pas d'augmentation de prix de vente pour nous. Vous pouvez être le meilleur agriculteur de France, vous ne vous en sortirez pas. Je vais vous remercier Karine Duc, vous êtes à Paris aujourd'hui, vous repartez pour le Lot-et-Garonne demain? Je repartirai quand j'aurai des solutions à donner à mes agriculteurs. On est bien place de l'Étoile, hein, je vous garantis. Écoutez, vous gardez le sourire. Je vous remercie. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de tendresse, pour tout vous dire, pour vous, pour votre investissement, pour la manière d'ailleurs dont vous vous exprimez avec beaucoup d'authenticité toujours. Et puis le combat que vous menez, et puis la France que vous représentez, l'histoire, les traditions que vous incarnez. Donc merci vraiment beaucoup.